Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à vous tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Odan, je m'appelle Florence Magny, je suis architecte associée du bureau Studio Wow, qui existe depuis une trentaine d'années. Donc, on était Barthes Beaurepaire avant, peut-être que ce nom vous est plus familier. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de la nouvelle école du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac. Et la présentation plus spécifiquement orientée sur le thème de la terre à bloc. Pour commencer, peut-être juste un petit graphique chronologique pour montrer en fait le grand écart entre... En fait, le projet est issu d'un mandat d'études parallèle qu'on a eu la chance de gagner en 2016. Et puis, donc le développement du projet en 2017 avec un crédit de construction fin 2017. Toutes les phases de demande d'autorisation, etc. pour une première partie démolition, ensuite pour la réalisation. Donc, un permis de démolir fin 2018, un permis de construire début 2019, et puis les travaux entre 2019 et 2021. Et l'école est entrée en activité à la rentrée d'août 2021. Et puis, parallèlement à ça, l'histoire de la terre à bloc, de la terre crue dans le projet. Donc, au début du processus de planification du projet, on s'est rendu à l'exposition L'art de bâtir la terre au pavillon Cycli à Genève, et c'est là qu'on a fait la connaissance de Terre à bloc. Et puis voilà, je vous présenterai dans la présentation tous les steps qu'il y a eu entre les sondages, les analyses, la production in situ, différents essais de joints, etc., jusqu'à la réalisation des murs en terre à bloc. Quelques images historiques. Donc, le Sacré-Cœur, c'est à l'origine un pensionnat qui a été réalisé par les sœurs d'Ingelbold qui venaient de Suisse centrale. Elles ont construit ce projet entre avril 1904 et automne 1905. Donc, il faut juste réaliser que c'était 1 année et demie de travaux pour construire ce bâtiment. Nous, on a eu 2 ans et demi pour un bâtiment 2 fois plus petit. On voit ici la seule image de chantier qu'on possède. Donc, on voit déjà des éléments préfabriqués, l'échafaudage, etc. On voit les tours de l'enceinte de la vieille ville derrière. Une petite image d'ambiance scolaire de l'époque. Ici, l'état en 1945, donc vraiment encore le bâtiment avec quelques petites annexes à l'arrière, le parc au sud. Dans les années 50, il y avait eu déjà une première extension. On voit ici des annexes qui se sont greffées à l'aile ouest avec des salles d'enseignement et une salle de gym. Et puis, voilà, donc la situation qu'on a héritée au moment du mandat d'études parallèles. Donc, on voit ici les remparts de la vieille ville, le parc du Sacré-Cœur, l'usine Elsa, qui fabrique les yogourts de la Migros. Le bâtiment historique, ses annexes avec vraiment un arrière. On pouvait vraiment qualifier le parc de la partie avant représentative du site et puis la partie qui était vraiment la partie arrière qui était un peu mise à l'écart avec ses annexes ici. Encore un bûcher et puis un vieil atelier. Et puis ça, c'est notre proposition au mandat d'études parallèles. Donc le programme doublait la capacité en salle de classe et puis il y avait encore une salle de gym double. Donc nous, on a pris le parti de réaliser un bâtiment complètement indépendant pour mettre la moitié du programme et puis de dédier le bâtiment historique à l'autre moitié du programme et puis d'autres affectations. On a une chapelle dans cette aile ici, on a un théâtre, on a un réfectoire, enfin il y a toutes sortes d'espaces qui sont autres que du scolaire, purement scolaire. Et donc ce bâtiment est protégé et tout le processus d'accompagnement du MEP a été aussi suivi par les biens culturels. Donc ici, l'image du concours avec la cour, le bâtiment historique et puis le nouveau bâtiment. Ce qu'on a vraiment cherché à faire, je reviens peut-être juste sur l'image de situation.
Ce qu'on a vraiment cherché à faire, c'est de faire dialoguer ces deux bâtiments au travers d'une cour qui deviendrait le nouveau cœur de l'école, en fait, et de redonner et requalifier ce qui était l'arrière, en fait, du bâtiment historique, redonner de la valeur au parc et puis de prolonger le parc, en fait, sur l'entier du site avec à l'arrière ici un jardin. Donc, c'est vraiment le noyau bâti avec ce cœur minéral qui est la cour d'école et puis le parc planté autour. Et là, c'était un peu nos références. Donc, l'université de Cambridge avec cette arcade, et on voit déjà un peu ses premières réflexions sur la brique à l'époque au niveau du concours. Et puis, Miséricorde à Fribourg qui nous a aussi beaucoup touchés pour tout ce qui était les questions de traitement du béton. Rapidement, les plans. Donc, c'est un bâtiment en U qui se développe sur 3 ailes avec une typologie, avec un espace de desserte et puis des salles sur les ailes, qui est en fait une analogie au bâtiment historique qui a aussi on verra après sur les coupes, qui a aussi un couloir comme ça qui s'oriente du coup sur la nouvelle cour et puis des salles de classe qui sont orientées sur le parc. Donc ici, le rez-de-chaussée avec la cour et puis l'arcade qui distribue 2 noyaux verticaux, qui distribue des entrées privatives pour des salles enfantines. Une salle polyvalente qui peut être une salle enfantine, mais qui peut être aussi séparée en 2 espaces plus petits avec des accès directs aussi depuis l'arcade. Et puis une salle polyvalente qui peut aussi se séparer et donner des plus petits espaces qui sont aussi directement accessibles depuis l'arcade. Ensuite, les étages 1 et 2 sont identiques. Donc, on a ces 2 verticalités. Et puis, l'arcade se transforme en couloir, qui est aussi le vestiaire, avec les salles de classe qui sont orientées côté jardin, côté vieille ville et puis côté parc. Donc, on a des salles de classe ici. Et puis ici, on a des salles d'appui qui peuvent aussi être transformées en salles de classe plus ou moins grandes. Ici, on coupe, donc on voit l'analogie au bâtiment historique avec les couloirs de ce côté, les salles de classe qui donnent côté parc, et puis le nouveau bâtiment avec l'arcade, les couloirs et les salles de classe qui donnent côté jardin. Et puis là, la façade ouest, on lit ici ça c'est le théâtre par exemple, qui a une spécialité dans les embrasures au niveau de la façade. Maintenant, pour entrer dans le thème Terre crue, donc en mars 2017, on a visité cette exposition à Genève où on a rencontré Terra Block et puis on a vraiment pu mettre un peu les mains dans la terre et ça nous a beaucoup touchés. Et on s'est dit que nos idées de briques qu'on a imaginées au moment du MEP, il fallait plutôt essayer de le convertir en terre crue. C'est ce qu'on a fait. On a convaincu le maître d'ouvrage de se lancer avec nous dans ce processus et dans cette aventure. Donc, on a contacté TerraBlock, ils sont venus sur place, on a fait des prélèvements, ils ont fait des échantillons. Donc, ça, c'est les premiers prototypes qui sont sortis de leur atelier de l'époque. Laurent vous en parlera plus en détail au niveau technique après. Ça, c'était de nouveau un peu les références qu'on avait, le projet que vous connaissez sûrement. Et puis, de nouveau, Honegger, le bâtiment de physique à Genève, toujours pour ces questions de traitement du béton. On a commencé à développer le projet en maquette aussi, donc on commence à intégrer ces questions de parement en terre crue, l'arcade aussi, avec déjà les thématiques de moucharabier, etc. Une fois que le maître d'ouvrage était acquis au projet, à l'idée de la TerraBlock, on a commencé à planifier le chantier assez tôt, en fait, parce qu'il y a une
période de séchage des blocs qui demandent un certain temps. Donc, on a commencé en septembre 2019 à faire la production en même temps que les travaux de terrassement. Donc, on a organisé le chantier sur place. On avait la chance d'avoir un préau couvert qui était idéal pour TerraBlock pour installer le chantier sur place avec les différents tas de terre, etc. Donc, on voit la terre provient de cette partie ici d'excavation. Donc, on avait environ 20 mètres à faire pour aller déposer la terre et produire sur place. Donc ici, quelques images des travaux. Donc là, la fameuse fouille sur le côté ouest avec un godet cribleur pour tamiser la terre et puis sortir la terre qu'il nous fallait pour produire les blocs. Et puis, à la fin du chantier, on a stocké les blocs ici sur des palettes bâchées durant une année. Dans ce chantier TerraBlock qui a duré 1 mois environ, donc c'était vraiment une production plot par plot. TerraBlock nous a accueillis pour un mini-atelier pour les intervenants, l'équipe, les mandataires. Donc, on a pu faire quelques blocs nous-mêmes avec la pesée du bloc. Donc, ici, c'est le module M qui fait 14 sur 29,5 sur 9, qui doit faire 8 kg pour être parfait. Là, il n'était pas tout à fait parfait. Et on a, dans le cadre de tout ce processus, on a réalisé plusieurs ateliers. De notre côté, des ateliers architectes avec les écoliers du Sacré-Cœur. On a fait un atelier sur le métier d'architecte et le chantier. On a fait un atelier sur la maquette. Donc, on avait une maquette pour aussi un peu titiller les enfants et puis leur montrer leur future école. Et TerraBlock a organisé un atelier avec les enfants, mais ça, Laurent vous en parlera aussi en détail après. Une fois qu'on avait nos blocs, on a fait plusieurs contrôles. On a utilisé ça pour définir tout notre concept couleur et matériaux de la façade. On a vu que la couleur, en fait, se mariait très, très bien avec le bâtiment historique, avec le soubassement, le crépi, les embrasures en ciment. Donc, c'est les éléments préfabriqués qu'on voyait sur la photo historique. Et voilà, ça nous a aidé aussi à définir tout ce qui était traitement du béton, béton préfabriqué, sablé. Ici, on ne voit pas très bien avec les reflets, mais c'est les cadres de fenêtres en alu éloxé, la TerraBlock, le crépi et puis les toiles de store. Avant de pouvoir monter les murs, on a dû prendre des décisions. Un des choix à faire, c'était le traitement des joints. Donc là, on a fait faire un mock-up in situ avec différents types de joints. Donc, on a fait un plan de détail. Donc, en fait, on avait des joints lissés au fer rond qu'on voit ici, des joints plats, donc affleurés, et puis des joints en retrait. Et on avait aussi, par rapport à la couleur, différents pourcentages de terre fine à l'intérieur. Donc ici, avec 10%, 18% et 25%. Et on s'est arrêté sur la variante ici, joint plat, avec 25% de terre fine, donc ce qui est cette partie ici. On voit aussi ici un détail sur la rasée. En fait, on a tourné les briques, les blocs verticalement pour finir sous la dalle. Et puis, on a les fameuses aérations qui sont nécessaires. Ici, on ne l'a pas fait sur le mock-up, mais qui sont nécessaires dans le bas et dans le haut pour aérer l'arrière du mur. Et puis, on a également fait des tests pour des parties en moucharabier dans l'arcade qui ont des fenêtres derrière des classes enfantines. Ensuite, il y avait aussi la question des joints de dilatation, joints entre les blocs et puis les éléments préfabriqués. Donc, on a deux types de joints. On a des joints au ciment entre les parties d'éléments en béton préfabriqués et puis la TerraBlock. Et puis, on a des joints de dilatation après X mètres courants de mur
qu'on a réalisé au silicone avec de la terre incrustée et finie à l'éponge pour enlever ce côté brillant du silicone et le rendre un peu plus rugueux et redonner cette couleur de la terre. Encore quelques images du chantier. Donc là, c'est nos palettes après une année de stockage. Alors, on a eu un petit peu de casse, mais pas trop. Et puis ici, on voit l'équipe des maçons qui sont tout contents de monter de la terre à bloc. C'était la première fois qu'ils montaient ce genre de mur, mais c'était une bonne expérience pour eux, pour nous. Donc là, on est dans les couloirs. On a derrière une cloison en plâtre pour avoir vraiment une surface propre. Et on a au minimum un espacement de 4, mais on a aussi plus parce que c'est pour des détails liés au banc dans les vestiaires. Mais au minimum 4 cm de vide pour vraiment avoir cette aération qui se passe entre le bas et le haut du mur. Ici, quelques extraits de plans. Donc on voit, ça c'est la vue dans les couloirs des étages, donc avec les bancs préfabriqués en béton, avec la terre à bloc. Donc on voit ici les ouvertures entre les briques en bas et en haut, et puis le détail de la rasée. Toujours des images de chantier. Là, le montage des mouchards à biais. Dans l'arcade, on a également fait une petite variante sur les parties en dessus des portes. Quelques détails, on a des portes coupe-feu, donc on a voulu faire des saignées, entre guillemets, on a monté les murs avec ces joints ouverts. Au niveau des traitements, à l'intérieur, on a fait des lasures et à l'extérieur, on a fait des anti-graffiti. Donc on a fait aussi des tests et l'impact est très faible au niveau visuel, ça ne change pas la couleur ou la matérialité. Et puis, quelques images du projet réalisé. Ici, en se baladant dans les couloirs, dans le bâtiment, enfin, on sent vraiment que la terre à bloc, ça amène. Alors, il y a des éléments mesurables comme l'humidité, l'acoustique, etc. Et il y a des éléments qui ne sont pas mesurables au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère apaisée, en fait, que procurent ces éléments en terre. Et puis, une petite fille, un jour, m'a dit, en me croisant dans les couloirs, qu'elle se sentait comme à la maison. Donc, c'était plutôt bon signe. Et puis là, donc, le pendant sous les couloirs, l'arcade ouverte avec ici les entrées dans les blocs enfantines. Une salle de classe type des étages 1 et 2 avec une vue pas d'aigle sur le lac de Neuch. Au rez-de-chaussée, une classe enfantine type. Et puis là, vous voyez cette fameuse fenêtre qu'on a intégrée aussi pour avoir une aération transversale. Là aussi, ça c'est une petite parenthèse, le thème de la ventilation et de l'aération simple flux, c'était un gros thème. Je ne vais pas en parler là parce que sinon on en a pour 3 heures, mais voilà. Donc là, vous voyez cet effet de mouchard à biais depuis l'intérieur de la salle. Ici, une des cages d'escalier, donc la cage de cette entrée ici ouest avec une vue de la cour avec la tour ouest du bâtiment historique. Une vue depuis le jardin. Et puis, encore une vue depuis la cour où ici on voit ce tapis en pavé avec un banc qu'on voulait d'abord faire en terre à bloc, mais finalement, on a laissé tomber parce que c'est vraiment à la pluie. Je pense qu'il n'existerait presque plus aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous parler de donc, ce projet, cette aventure Terre du site, Terre Institut, parce qu'en fait, finalement, on a eu comme ça une petite dizaine d'aventures où on a pu excaver la terre du site, produire les blocs sur place et les amener
avec un transpalette sur place directement. Donc, c'est des expériences assez uniques et assez enrichissantes. Mais peut-être avant de parler vraiment de ce chantier spécifique, je vous raconte la petite histoire de TerraBlock si vous ne connaissez pas. C'est parti en fait de deux événements, de deux rencontres. En fait, une première rencontre avec Martine Raff, où mon bureau d'architecte Arter a eu la chance de faire un projet de mur d'enceinte pour la commune de Confignon. Et puis, donc en 2007, ça fait déjà quelques années. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, que Rodrigo Fernandez, mon associé ingénieur matériaux, était en train de faire une thèse justement sur les liens alternatifs, sur la pozzolane, les blocs de terre compressés, également pour son diplôme. Donc, en fait, on se connaissait depuis longtemps et il est venu voir, il a entendu dire qu'il y avait de la terre crue à Genève et il est venu voir le chantier, on s'est retrouvés. Et puis, quelques années après, on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec cette matière, c'est trop beau, c'est trop, disons, impossible qu'on ait pu oublier ce matériau de nos jours. Donc en fait, on a postulé pour une bourse cantonale du développement durable à Genève en 2011, et puis en fait, on a fait tout un rapport pour expliquer que voilà, avec la terre, c'est un bâtiment, c'est un matériau qui est ancestral, qui a été beaucoup utilisé au bord du Rhône notamment, mais aussi à Saint-Gall, à Genève, à Meyrin, un peu partout en Suisse. Et puis, on a démontré, disons, qu'il y avait un vrai potentiel de réinvention, de redécouverte de ce matériau oublié. Et pour ça, on a postulé à cette bourse. C'était pas une bourse qui nous a donné beaucoup d'argent, mais disons, elle nous a au moins donné le premier kick. Et c'était en fait, le premier kick, c'était un petit montant pour acheter cette presse, une partie de cette presse semi-automatique qui vient de Belgique et qui est normalement partout en Afrique, mais en fait là, elle était destinée une adresse à Genève. Et on est resté pendant 2 ou 3 ans fait, dans un couvert agricole chez un ami agriculteur à Genève. Donc on a fait des premiers essais en 2011. Donc là, on avait vraiment, on sortait un peu des études et on commençait à découvrir ce matériau, à voir les potentiels, à comprendre un peu les mélanges, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter comme liant, de la chaux, du ciment, de la paille, de la chamotte, du chanvre, etc. On a fait toute une série de batteries de tests le week-end avec des amis dans cette ferme genevoise. Et puis, tout à coup, on a eu l'opportunité de partir à Gland, où on avait un gros projet, disons, d'immeuble. Et puis, on a pu squatter une sorte de grande halle comme ça qui était désaffectée. Et ça nous a permis d'avoir un peu une sorte d'adresse où on pouvait commencer à faire des mandats, des petites commandes, et puis surtout commencer notre activité finalement d'entreprise de fabrication de matériaux en terre crue. Donc là, vous voyez la chaîne de production, c'était vraiment très artisanal, hein, donc avec 3 planches et 2 bouts de ficelle, on a fait une petite chaîne de fabrication avec un tapis roulant, un malaxeur planétaire qui permettait de malaxer la terre et qui est mélangé soit avec du ciment, soit avec la chaux, soit pas du tout. Et puis ensuite, on le met en hauteur pour que justement la terre puisse basculer dans le moule, dans la presse, et le bloc vient compresser avec cette presse électrique. Donc on a fait quelques projets comme ça, et c'est justement à ce moment-là en fait qu'on avait ce mandat aussi d'organisation de ce festival d'art de bâtir la terre avec les monuments et sites du canton de Genève. C'est là qu'on a fait la rencontre de Florence et de son associé qui ont commencé à mettre les mains à la terre et nous proposer un peu cette aventure à Estavayer, que je vous raconterai un peu plus en détail après 2-3 slides sur la petite histoire de TerraBlock. Donc en fait, en production artisanale, on arrive à faire 800 à 1000 blocs par jour, environ 45 mètres carrés par jour. Donc c'est une production pour arriver à 1000, il faut vraiment bien bosser, il faut avoir pas peut-être de mécanique, il faut avoir une bonne équipe motivée, il faut que les conditions soient bonnes. Des fois, on arrive à 200 et puis il y a une panne, et puis ça peut arriver aussi. Donc, c'est quand même une grosse aventure. Il faut avoir forcément de la place, il faut avoir de la bonne terre, bien sûr, mais surtout, il faut avoir de l'espace pour pouvoir produire in situ.
Donc là, on a produit pendant plusieurs années, disons, de cette manière-là. Et on s'est dit que voilà, avec ces petites productions à 45 mètres carrés par jour, on n'arrivera jamais à survivre, en tout cas avec des salaires suisses, on n'arrivera jamais à survivre avec des prix aussi chers, parce que forcément tout ça a un coût. Et c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir à un partenariat avec un industriel existant à Alamand. Donc c'est l'entreprise Corna qui a l'habitude plutôt de faire des pavés en ciment. Et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais ils ont des slots où il n'y a pas de production, ils ont des moments un peu plus creux dans le mois. Est-ce qu'on ne pourrait pas se glisser là, faire des essais avec nos terres, avec leurs machines, et puis on loue l'entreprise. On a appelé ça du coworking industriel, c'est-à-dire on partage l'infrastructure et les ouvriers. Et puis, on a commencé une fois dans un moule de pavé, ça a bien marché. On a acheté des moules de briques. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que ça fonctionne à merveille, qu'on arrive à des résultats intéressants au niveau aussi de durabilité, de productivité, mais aussi le fait on arrive tout à coup à 10 fois plus de mètres carrés, puis on arrive presque à 500 mètres carrés par jour. Donc, forcément, on peut remplir des soumissions avec des 1000, 2000, 3000 mètres carrés, ça nous fait aujourd'hui plus peur, alors que peut-être qu'avant, si quelqu'un nous avait demandé 1000 mètres carrés, on aurait dit ça va prendre 2 ans, on s'organise. Donc voilà, ça a permis d'une part de répondre à des commandes plus ambitieuses, mais aussi ça a permis de démocratiser la terre. C'est-à-dire que notre job avec Rodrigo et notre équipe, c'est de diffuser un maximum ce matériau extraordinaire et puis d'essayer que chacun puisse se le payer, en fait. Parce que c'est clair qu'avec le mode artisanal, on était à 500 francs le mètre carré ou 600 francs le mètre carré, 600. Donc on est à 600 francs le mètre carré, et puis quand on est à 600 francs le mètre carré, on est d'une part pas concurrentiel avec des briques en terre cuite, l'appareil qui serait encore moins avec du placo plat pour des conneries. Donc ça nous dérangeait d'être un produit élitaire, d'être un produit cher. Donc avec ce partenariat, on a réussi à vraiment drastiquement descendre le coût. On est entre 200 et 300 francs pour des briques apparentes, puis on est plutôt entre 150 et 200 pour la cloison. Donc on a vraiment réussi notre objectif, mais on continue à se battre pour vraiment essayer de descendre les prix, trouver des manières de jointoyer avec des joints plus fins, avec de l'argile pure, pour que ce soit plus facile pour les ouvriers, etc. Donc ça, c'est un peu notre mission de base. Comment ça fonctionne la production industrielle, hein, ça c'est juste la parenthèse, on excave des terres, donc forcément les terrassiers nous fournissent des terres déjà criblées, déjà travaillées, et ça leur évite entre-temps taxes de décharge, taxes de recyclage. Donc, vous voyez, avec ces machines, ils peuvent le faire soit in situ, soit on a des partenaires industriels qui peuvent les tamiser pour eux. Ensuite, on doit stocker la terre. Ça, c'est le grand thème, même à SAVAY, c'est aussi un grand thème, c'est de savoir comment on peut stocker cette terre sans qu'elle soit humide et puis qu'elle reste une sorte de poudre comme ça, de poudre sèche et malléable, parce qu'après, on doit justement l'approvisionner en liant et puis la humidifier pour pouvoir la compresser. Donc ensuite, ça passe dans le malaxeur. Donc vraiment, toute la chaîne de fabrication, elle est existante. C'est juste le moule, en fait, qu'on a défini et qu'on a petit à petit, on s'est fait une sorte de collection de moules pour avoir différents formats. Ensuite, il faut le séchage des blocs. Donc avant l'utilisation des blocs, il faut les stocker pendant 1 mois. Et puis ensuite, les produits viennent palettiser, toujours par les ouvriers de l'entreprise Corna. Et puis ensuite, c'est prêt à la livraison. Aujourd'hui, voilà, on a tous ces formats qui sont disponibles avec les moules entre ici et la Suisse allemande, parce qu'on a un autre partenariat en Suisse allemande à Rickenbach, donc canton de Lucerne. Et puis, on a développé récemment je ne sais pas si on voit le TerraBlock, celui-là, voilà. Le TerraBlock L, c'est un produit qu'on vient de recevoir le moule. L'idée, c'est de faire un bloc assez économique, qui a une bonne proportion et qui nous coûte pas trop cher et coûte pas trop cher aussi aux maçons pour maçonner.
Donc, on a hésité à l'appeler TerraChip, mais on s'est dit c'est pas génial. Ce sera TerraBlock L. Et l'autre qui est bien de sortir aussi, c'est le TerraDeck tout en bas à droite. Ça, c'est vraiment un produit de Ourdi. Donc, on a fait les premières productions ce matin en usine pour faire les premiers tests acoustiques, les tests feu et les tests de résistance à la compression, parce que l'idée, c'est de faire un plancher à Ourdi, mais structurel. Donc ça, c'est des petits nouveaux. Et le grand frère, c'était le TerraPlaque plutôt pour des cloisons antérieures. Mais revenons, disons, en mars 2016, où justement ce MEP a été lancé pour le concours de l'extension de l'école, avec ce résultat dont Florence a parlé. Et puis, très vite, en printemps 2019, ils nous ont demandé, ils nous ont dit, mais nous, on a vraiment envie de travailler avec la terre d'excavation, la terre locale. Est-ce que c'est possible? Donc, ils nous ont mandaté pour faire une étude, disons, géologique. On avait des sondages géologiques, mais on devait faire plutôt une étude de faisabilité pour la production in situ de briques de terre compressées avec la terre du lieu. Donc là, vous voyez juste les points, c'est pas très intéressant, mais c'est les points où ont été faits les sondages géologiques. Et puis le rapport du bureau des ingénieurs techniciens, où on voit en fait assez bien déjà qu'on a plutôt de la moraine plutôt sableuse, et un peu plus bas de la moraine plutôt limono-argileuse. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est plutôt la moraine limono-argileuse, avec quand même un peu de cailloux, mais pas trop, un peu de limon, mais pas trop, et puis un peu d'argile, mais pas trop. Donc, il y a une sorte de matière qui, disons, est idéale pour la fabrication des blocs. La vérité, là, je peux le dire, maintenant il y a une prescription, c'est que là, c'était pas parfait. On voit que, vous voyez, on a aussi, Florence a pris un bloc d'escalier, puis moi j'ai pris un bloc, disons, industriel, pour que vous puissiez les toucher, les sentir. La terre était un peu trop limoneuse, disons qu'elle était un peu trop sablonneuse, mais on s'est quand même débrouillé pour faire des beaux blocs. C'était un peu plus compliqué que prévu, c'était un peu humide, forcément il y a toujours des aléas avec des chantiers in situ, mais c'est aussi ça qui est intéressant et qui est captivant dans ces aventures humaines, quoi. Donc avec cette terre, on a reçu ça, on a dit on y va, oui on y va, on prend le risque, en tout cas on fonce. Et puis voilà, là vous voyez vraiment c'est vraiment une belle image de la matière première en fait. Donc vous voyez, vous sentez un peu elle a peut-être ce côté plastique, mais avec beaucoup de sable. Donc on s'est adapté à cette terre et puis on a fait avec. Donc l'été 2019, on a passé un mois, je pense un peu plus, quand même, un mois, peut-être 2 mois sur place, entre l'installation qui a pris quand même du temps. C'est vrai qu'on avait un espace super adapté avec ce couvert. Et puis ensuite, on a dû forcément palettiser, réaménager la chose. Donc pendant ce mois et demi, disons, ces 2 mois de travaux, ce qui était bien, c'est qu'on a pu se faire la main pendant les mois d'été. Et puis ensuite, on a pu accueillir les étudiants, en tout cas les écoliers. Donc là, vous avez déjà vu cette image avec le Godet Kriegler. Donc ça permet de préparer la matière et puis d'enlever les trop gros cailloux et les racines et autres matières qui n'est pas adaptée pour les blocs de terre. Donc en premier, on crible cette terre et ensuite on la récupère sous forme de poudre, quelque part avec peut-être une granulométrie jusqu'à 20 mm. Et là, on a forcément eu la chance parce qu'il faisait grand beau, donc on a pu la sécher, l'étaler, la sécher, elle était un peu humide. Et puis, on a pu la stocker surtout sous ce couvert, et ça, c'était une bonne chance. Donc voilà, ça, c'est l'installation artisanale in situ. Donc c'était un peu la même type d'installation. On avait quand même upgradé, quand je vois l'image, parce qu'on avait un doseur de ciment avec une vis sans fin, et c'était quand même presque high-tech pour nous, ça. Donc on avait une petite installation qui allait très bien. Petit à petit, on a fait notre chemin, et puis on avait une équipe, on était 8. Autour, on s'alternait, parce que tout le monde forcément avait soit un job, soit on a fait tout ça, on avait tous un peu des activités en parallèle, mais
on tenait à être là quand même au moins un jour par semaine. Et puis, il y avait ce petit côté compétitif de chaque groupe, d'essayer de faire des records en fait, de production. On avait une place au camping des Estavayer qui est très bien d'ailleurs. Et puis, chaque soir, on allait se baigner. Donc, il y a vraiment quelque chose de très humain, très sympathique dans cette aventure-là. Il n'y avait pas que l'histoire de la production et de la productivité, mais c'est vrai que je crois que le record était à 1416. C'était quand même un beau record difficile à battre. Et sinon, on était en moyenne à 800, 1000 blocs par jour. Donc là, vous voyez un peu l'opérateur qui presse la brique. Donc en fait, avec cette presse, ici c'était le bloc du format M, donc c'est une brique par pressage. Et puis il faut pré-presser les angles, et puis ensuite fermer le clapet, et ensuite activer une manipulette qui en fait déclenche la poussée par dessous à travers une sorte de volant d'inertie et puis une grande pression qui vient par le dessous de la machine. Ensuite, il faut palettiser. Donc, forcément, il y a une personne qui s'occupe du pressage. Il y en a une qui approvisionne la presse. Il y en a un autre qui doit palettiser. Il y en a un autre qui doit, dès que la palette est prête, il doit prendre le transpalette et aller le déplacer là aussi. Donc, on n'était pas de trop à être 4, voire des fois 5. C'était plus confortable pour pouvoir aller de l'avant avec cette production. Donc là, vous voyez le stockage des palettes, ça prend forcément, chaque palette c'est 1 mètre carré, donc ça prend énormément de place en surface. On va les faire sécher comme ça pendant un mois avant de pouvoir les palettiser les unes sur les autres. Donc clairement, ça prend du temps et de la place. Et puis, on a eu cette proposition des architectes qui nous ont dit faites-nous une petite offre pour pouvoir accueillir dès la rentrée des ateliers d'écoliers. Et puis leur montrer un peu qu'est-ce que c'est la terre, comment vous faites, quel est le processus, et puis pour qu'ils comprennent un peu pourquoi ils ont de la terre dans leur école. Alors ça a été quelque chose d'assez riche, parce que forcément, de voir les enfants avec les yeux qui pétillent, toucher la terre, et puis comprendre qu'avec la terre de leurs déchets, disons, de terre d'excavation, on peut en faire un matériel de construction. C'était super riche et super épanouissant. Donc, il passait, je crois qu'il y a eu plusieurs classes qui sont passées, pratiquement toutes les classes qui sont passées pendant une semaine. Et puis, ça nous a un peu désorganisés, mais par contre, c'était un moment super intéressant parce que chacun y allait de son petit bloc, chacun y allait de sa sensibilité à travers la terre. Après, malgré le danger de la presse, on s'est dit c'est quand même chouette s'ils peuvent presser des blocs et puis voir justement cette terre qui se transforme en bloc. Et c'était toujours assez fascinant de voir ces enfants qui sont charmés par ce petit moment de fabrication. Puis ensuite, il y avait un peu différents thèmes dans l'atelier. Il y avait des ateliers, des possibilités de graver sur la terre ou de faire des empreintes avec des feuilles, avec des branchages. Et puis, il y avait toujours un peu ce travail sur la matière. Voilà. Là, on voit un peu ensuite, une fois que les blocs étaient construits, il y avait aussi un petit exercice sur la construction, sur comment on peut faire tenir un peu les blocs les uns sur les autres. Donc ça, c'était génial. Puis après, voilà, il y a les photos de classe un peu. On voit les étudiants qui sont rentrés plein de terre à la maison. Donc ça, on n'a pas eu trop de commentaires, mais visiblement, ils étaient quand même visiblement assez contents de participer à ça. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant les récréations, en fait, on était un peu comme un zoo. Il y avait des grillages tout autour de nous. Et puis on pressait ces briques, puis il y avait les enfants pas qui nous faisaient des caca. Donc c'était assez spécial. Et après, c'était chouette de pouvoir les rencontrer. Puis après, on a comme commencé à lier une sorte de petite complicité avec eux. C'était vraiment sympa. Et ouais, il y a eu toutes ces classes qui ont pu participer. Là, vous voyez un peu les différents acteurs de la fabrication. Puis vraiment l'enthousiasme, on voyait vraiment l'enthousiasme de la nouvelle génération finalement qui va
qui va arriver sur le marché de la construction. Là aussi, vous voyez, c'était l'occasion de faire des murets, de voir un peu comment, de comprendre aussi la complexité de construire pour qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile de construire juste une école comme ça. Et puis, on a eu notre moment de gloire avec la presse locale dans 24 heures, où voilà, il y a eu ce petit encart avec une photo des écoliers et puis un de nos collègues, c'est la qui était là, un migrant qui a participé justement à la fabrication des blocs. Et voilà, c'est un peu l'équipe, comme je vous les présente, parce que c'était quand même une super équipe. Elodie, qui est architecte à Lausanne et qui fait aussi des workshops sur la terre, elle fait aussi des workshops sur la terre paille, elle est pas mal active là-dedans. Ensuite, on a Florian Bach. Non, tout à droite, on a Mouad qui est devenu après un de nos collaborateurs un peu plus fixe, et qui est parti au Luxembourg pour en fait faire une sorte de terrain bloc luxembourgeois, donc ça s'appelle Géobloc. Et puis il essaye petit à petit de développer la terre ailleurs. Ensuite, en bas à gauche, Salamoun, ça c'était justement un migrant qui cherchait du travail, et puis je ne sais plus comment on est arrivé vers lui, puis il est resté tout le long avec nous. C'est devenu un ami, et on a essayé aussi de trouver du boulot après. Donc c'est une jolie aventure, il habite à Yverdon. Et voilà, c'était aussi une manière de travailler tous ensemble. Ensuite, il y a Grégoire, qui est notre collègue aujourd'hui, notre serviteur, et Rodrigo Fernandez, qui est mon associé ingénieur matériel. Et Florian Bach en dessus, qui lui, aujourd'hui, s'occupe de Matériel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme de réemploi. Et puis, j'ai toujours un trou avec ce nom, mais je vais le retrouver, qui est assistant à Chegai, qui s'occupe aussi de projets. Donc, tous soit architectes, soit ingénieurs, qui finalement sont venus mettre la main à la pâte pour pouvoir mener à bien cette aventure. Donc, merci à eux et merci à vous de votre attention.